Bonjour à tous. Aujourd'hui donc un petit cours sur la notion d'autrui. Autrui, c'est quoi? C'est qui? Eh bien la notion d'autrui, c'est une notion un peu ambivalente, enfin à double polarité. Autrui déjà, c'est l'autre que moi. Autrui est un autre, il est séparé de moi, ce n'est pas moi. Déjà, on peut noter qu'il ne peut y avoir d'autrui pour moi que parce que je suis conscient de moi, puisqu'on a vu qu'avec la conscience de soi, il y avait justement ce sentiment de séparation. C'est parce que j'ai conscience de moi, conscience réfléchie, que je me saisis comme séparée de ce qui n'est pas moi. Donc autrui déjà, c'est l'autre que moi. Mais par exemple, ce téléphone que je tiens entre mes mains est autre que moi, il est séparé de moi. Pourtant, ce n'est pas un autrui. Autrui, c'est l'autre que moi, mais c'est l'autre qui est semblable à moi. Semblable à moi parce que je le reconnais comme moi, comme un sujet conscient. Il est à la fois autre que moi, autrui, et semblable à moi. Avant d'aller plus loin, on va voir que dans cette relation que j'ai à autrui, il y a aussi une double polarité. Autrui, c'est à la fois mon allié, j'en ai besoin, je l'aime, il me fait du bien, je recherche autrui, mais c'est aussi mon rival, je le hais, il m'insupporte, il peut prendre ce que moi je désire, il peut me faire du mal. Dans ces temps de coronavirus, eh bien, cette double polarité, on la sent très, très bien, quoi. Autrui qui est toujours un danger potentiel. Je suis attirée vers autrui, mais je ressens l'autre personne toujours comme un danger potentiel. Donc cette double polarité dans nos rapports avec autrui. Autrui, ça peut être mon allié, mais ça peut être mon rival, ça peut être mon ami, ça peut être mon ennemi, ça peut être quelqu'un qui me fait du bien, qui m'aide, mais ça peut être un danger. Double polarité entre amour et haine. Cette double polarité, on la retrouve un peu partout dans l'histoire de la pensée. On peut penser à Freud qui a distingué en nous deux types de pulsions. Des pulsions de vie qui nous poussent à nous lier, et notamment à nous lier aux autres, donc pôle positif de ma relation à autrui, mais aussi des pulsions de mort qui nous poussent à nous délier, à être agressifs, même à la cruauté envers autrui. Voilà. On trouve aussi cette idée dans un texte de Kant qui va parler de l'insociable sociabilité de l'homme. L'homme est sociable, il cherche les relations avec les autres et donc il vit en société. Il est sociable mais en même temps, il ne supporte pas la présence de l'autre et il va essayer d'être plus fort que l'autre, de prendre la place de l'autre. Et donc, notre relation à autrui va devenir aussi une relation conflictuelle. C'est ce que Kant appelle l'insociable sociabilité. Et d'après Kant, c'est pas mauvais ça. Parce que d'après Kant, c'est cette insociable sociabilité qui nous pousse sans arrêt à faire des progrès et donc qui nous pousse à développer toutes nos compétences humaines. Donc cette insociable sociabilité est un moteur du progrès de l'humanité. Mais n'empêche que Kant note aussi donc cette double polarité amour-haine dans nos relations aux autres. Toujours dans le même ordre d'idées, je vais vous parler d'un texte de Schopenhauer. Vous vous souvenez la citation de Schopenhauer? «La vie aussi comme un pendule de droite à gauche, de la souffrance à l'ennui». Bon, maintenant je vais parler d'autre chose. Toujours le même Schopenhauer au 19e siècle donc. Dans un texte, il nous compare à des hérissons. Il nous dit: «Les hérissons eh bien, ils ont besoin de se réchauffer les uns aux autres et donc ils ont besoin de s'approcher les uns des autres pour se réchauffer. Mais le problème, c'est quand ils s'approchent trop les uns des autres, ils se piquent
avec leur piquant et ça fait mal. Et donc ils doivent trouver la bonne distance. La bonne distance, tiens, ça résonne aussi avec la le Covid. Ils doivent trouver la bonne distance de sécurité, assez près les uns des autres pour pouvoir se réchauffer un peu, mais assez loin pour ne pas se piquer. Et d'après Schopenhauer, nous sommes comme ces hérissons. Nous avons besoin les uns des autres et Schopenhauer dit: «C'est parce qu'en fin de compte, on n'est pas autosuffisant, on manque de profondeur en fin de compte. On a besoin de se compléter avec les autres, hein, compléter notre vide intérieur avec les autres. Donc on a besoin des autres pour compléter notre vie intérieure, pour trouver de la chaleur qui nous manque. Mais quand on s'approche trop des autres, eh bien, on se fait mal. Autre est un danger pour nous qui va nous faire mal et donc on se blesse les uns les autres quand on est trop proches les uns des autres. Et donc comme les hérissons, nous dit Schopenhauer, il faut trouver la bonne distance. Il faut qu'on trouve dans nos relations avec autrui, au sein d'une société, la bonne distance qui nous permet en même temps de nous réchauffer auprès d'autrui, sans pour autant nous blesser. Cette bonne distance, ça va être dans les relations de tous les jours, la distance de la politesse. La politesse qui fait que je peux avoir des relations aux autres, mais toujours avec cette distance qui montre que je fais cas de l'autre, mais qui empêche une trop grande promiscuité. Cette distance de sécurité, donc, c'est la politesse et c'est aussi le droit. Le droit, c'est un moyen justement de garder une bonne distance dans nos relations avec autrui, cette distance étant garantie par la loi. Bon, donc cette double polarité dans notre relation à autrui. Autrui dont j'ai besoin, mais autrui qui m'insupporte. Autrui que j'aime, mais autrui que je peux en même temps haïr. Autrui qui peut me faire du bien, mais autrui qui peut me blesser, qui peut être mon ennemi, mon rival. Bien, je reprends. Autrui, il est autre que moi. Il est autre que moi, bien qu'il soit comme moi, un être conscient. Il est autre que moi et d'autant plus autre que moi que je n'ai pas accès à l'intériorité d'autrui. Et lui n'a pas accès à la mienne. Autrui, c'est une autre conscience, on peut dire que c'est un alter ego, et dans ce sens il est semblable que moi, c'est un alter ego, c'est un autre moi que moi. C'est un alter ego, mais c'est un alter ego dont je ne pourrai jamais capter avec certitude l'intériorité. Parce que bien qu'il y ait le langage qui nous permette de communiquer avec autrui, eh bien le langage qui pourrait être un pont qui va de mon intériorité à celle d'autrui, ce langage qui pourrait nous permettre en fin de compte de casser cette séparation qu'il y a entre moi et autrui, le langage porte en lui tout de suite, dès la naissance, la possibilité du mensonge, de la tricherie. Et donc, indéniablement, autrui est un autre que moi auquel je n'ai pas accès. Je n'ai pas accès à l'intériorité d'autrui, ni lui à la mienne. Et donc, nous restons seuls, bien que nous soyons deux êtres conscients. Alors, bien que je n'ai pas accès directement à l'intériorité d'autrui, je vais essayer quand même de la comprendre, de comprendre autrui. On a vu dans les repères de Doltaï, cette distinction. Expliquer, c'est rendre compte d'un phénomène en termes de mécanisme. Comprendre, c'est saisir dans son intériorité ce qu'autrui saisit dans la sienne. Alors comment est-ce que je peux comprendre autrui? Je peux comprendre autrui. Forcément, le seul repère que j'ai pour comprendre autrui, pour savoir ce qu'il ressent, le seul repère que j'ai, c'est cette connaissance intuitive de ce que moi, je ressens. Je n'ai pas d'autre repère pour comprendre autrui que de m'appuyer sur ce que moi, je peux ressentir dans telle ou telle situation.
Et donc, à partir des signes que m'envoie autrui, notamment de la parole d'autrui, mais aussi de ses mimiques, de ses sourires, de ses gestes, de ses actions, à partir des signes extérieurs que m'envoie autrui, puisque je n'ai accès qu'à de l'extérieur, hein, ses gestes, ses mimiques, ses paroles, à partir de ces signes extérieurs, je vais interpréter. Je vais essayer de donner un sens à ces signes extérieurs et je vais essayer à partir de cette interprétation de deviner ce qu'autrui ressent et qui l'amène à dire telle phrase ou à faire tel geste ou à poser tel acte ou à avoir tel sourire. Mais forcément, comment je vais faire pour interpréter tel ou tel signe? Eh bien, je vais raisonner par analogie. Je vais raisonner par analogie. Par exemple, moi, je sais que quand je pleure, par exemple, c'est que je me sens triste. Et donc, si je vois qu'autrui pleure, je vais considérer par analogie qu'autrui doit être triste comme moi. Mais ce n'est qu'un raisonnement par analogie qui n'est pas absolument certain. Peut-être qu'autrui pleure comme moi, mais pour des raisons différentes des miennes. Quand autrui va me dire: «Oui, je suis triste parce que je ressens ma solitude», évidemment, quand il va dire ces mots, je vais les comprendre et je vais voir ce que ces mots, convoquent chez moi de ressenti. Et quand autrui va me dire: «Je suis triste parce que je me sens seul», je vais supposer qu'autrui ressent la même chose que moi, je ressens quand je dis ces mots-là. Mais peut-être que c'est abusif. Peut-être que quand j'essaye de comprendre autrui, je projette, peut-être abusivement sur autrui, des sentiments qui sont les miens et j'interprète peut-être de manière, abusive les signes qu'il m'envoie. Tchi, 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 tchi. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que quand même la compréhension d'autrui est possible? Si je pense que je peux quand même comprendre autrui, c'est que je suppose, là je vais à un autre endroit de la carte qu'on verra tout à l'heure, c'est que je suppose que bien que nous soyons différents, nous, autrui et moi, tous les hommes et moi, nous partageons toute une gamme d'émotions, de sentiments. Terence et ensuite Montaigne a écrit: «Rien de ce qui est humain ne m'est étranger». Au départ, c'est Terence et ensuite Montaigne a repris cette citation. «Rien de ce qui est humain ne m'est étranger». Je suppose que fondamentalement, je porte en moi toute une gamme d'émotions, de sentiments que je partage avec tous les autres êtres humains et que donc cette gamme d'émotions qui sont en moi me permettent d'avoir accès à ce que l'autre ressent. Donc, à la base, si je fais cet effort pour comprendre autrui, c'est que je suppose que bien qu'autrui soit autre que moi, autrui est fondamentalement semblable. Il y aurait une sorte de palette d'émotions que nous partagerions tous. Et donc, nous pourrions nous comprendre les uns les autres. C'est ce qui est à la base de tout effort pour comprendre autrui. Mais même si je pense que rien de ce qui est humain ne m'est étranger, il faut bien que je garde à l'esprit qu'autrui, eh bien, ce n'est pas moi. Et donc, si je veux interpréter les signes d'autrui d'une manière non abusive, il va falloir toujours que je garde en mémoire cette idée que autrui, ce n'est pas moi, et que je me méfie de projeter trop rapidement sur autrui ce que moi, je peux ressentir. Donc c'est très compliqué. Et peut-être que le respect fondamental que l'on doit à chacun, ce respect fondamental, c'est celui de reconnaître que je ne pourrai jamais comprendre absolument autrui. Comprendre, avoir la prétention de comprendre autrui, c'est d'une certaine manière le ramener à ce que je suis. C'est d'une certaine manière le nier en tant qu'autre, nier son altérité. Et donc peut-être, et c'est ce que disait Lacan au niveau de la psychanalyse. Vous savez que Lacan, ça a été un grand psychanalyste français hein, qui a renouvelé l'approche freudienne
Et il disait que le minimum de respect qu'on peut avoir en tant que psychanalyste, c'est de ne jamais prétendre comprendre l'autre personne totalement. Parce que ça, c'est nier sa singularité, c'est nier l'autre personne, c'est prétendre avoir une maîtrise de ce que l'autre est. Donc peut-être que pour comprendre autrui, il y a deux conditions euh, qui sont un peu opposées, mais qu'il faut garder ensemble. Première condition pour comprendre autrui, c'est se souvenir que l'autre, que tout autre, d'une certaine manière, n'est pas différent de moi, est semblable. Nous partageons des choses qui sont communes, des émotions, des sentiments. Donc déjà, cette conscience du fait que l'autre n'est pas absolument différent de moi. Ça, cette condition, quelquefois, elle nous manque. Par exemple, face à certains tortionnaires, face à des êtres barbares qui nous semblent barbares, quelquefois nous refusons de faire cet effort de les comprendre parce qu'ils nous semblent tellement atroces, tellement inhumains, que nous refusons de reconnaître que ce monstre et moi, nous avons fondamentalement une même humanité que nous partageons. Donc première condition, si on veut comprendre autrui, c'est déjà de ressentir qu'il y a quelque chose de fondamentalement commun, partagé entre tous les hommes. Une palette d'émotions, de sentiments qui est commune à tous les hommes. Mais deuxième condition, donc ça c'est bien garder en tête le fait qu'autrui est mon semblable. Mais si je veux comprendre autrui, il faut aussi que je garde toujours en tête que autrui n'est pas moi et qu'à chaque fois que je projette sur autrui une interprétation, peut-être que je me trompe. Et donc toujours être à l'écoute des nouveaux signes qu'autrui m'envoie. Ne pas trop rapidement rapporter autrui à ce que je suis. Donc autrui, c'est l'autre que moi. Je n'ai pas accès à l'intériorité d'autrui, ni lui à la mienne. Quand je pense comprendre autrui, peut-être que je me trompe. Peut-être que je projette abusivement sur lui ce qui est mien. Bon, autre chose qui peuvent m'opposer à autrui, c'est que mes intérêts et ceux d'autrui peuvent s'opposer. Mais pourquoi est-ce que mes intérêts et ceux d'autrui peuvent s'opposer? Eh bien, si on regarde bien, nos intérêts s'opposent souvent parce qu'on est semblable. Parce qu'autrui est semblable à moi, il va avoir souvent les mêmes désirs que moi, les mêmes besoins que moi. Et donc, il va devenir mon rival et mes intérêts et les siens vont pouvoir s'opposer. Voilà. Autrui, donc, il est à la fois semblable à moi et il est autre que moi. Je vous montre la carte dans sa totalité si vous voulez faire une capture d'écran, mais je ne sais pas si ça peut marcher. Voilà. Il est semblable à moi, pourquoi? Eh bien, déjà, parce qu'il est un être conscient, qui possède une intériorité. Si autrui est mon semblable, c'est avant tout parce que c'est un être conscient, que tous les deux, nous sommes des moi, je. Autrui est un alter ego, un autre moi. Autrui est semblable à moi parce qu'il possède comme moi une raison, qui fait que nous allons pouvoir, via le langage, communiquer des pensées. Autrui est semblable à moi parce qu'il est un être de langage. Et donc, ce langage, cette langue, va nous inscrire dans des mondes communs. Bon, je vais continuer le cours une prochaine fois. Donc, on retient ambivalence de cette notion d'autrui. Autrui, c'est à la fois l'autre que moi, mais mon semblable. Maintenant, double polarité dans mon rapport à autrui, c'est à la fois mon allié, mon rival, mon ami, mon ennemi, amour, haine. Et pensez donc à ces trois références, pulsion de vie, pulsion de mort chez Freud, la notion d'insociable sociabilité chez Kant, et cette comparaison, cette image du hérisson, qui va se chercher à se réchauffer contre l'autre hérisson, mais qui se blesse avec ses épines contre l'autre hérisson. Donc double polarité de mes rapports à autrui.
On a vu aussi le problème de la compréhension d'autrui, compréhension qui se base sur l'idée que autrui et moi, nous sommes quand même semblables, mais compréhension qui va être abusive et faussée si je ne garde pas vraiment à l'esprit qu'autrui, ce n'est pas moi. Et quand je fais des interprétations, il faut que je les vérifie et il ne faut pas que je les tienne pour certaines. Bien, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.